c'est les frais. Voilà, les frais, c'est la gangrène de l'épargne. Si on prend 10 ans, ou en tout cas pendant 5 ans, les rendements sans risque rapportaient assez peu, les fonds en euros rapportaient les bons fonds en euros aux alentours de 2%. Si votre établissement bancaire il prenait 4% de frais d'entrée, ce qui est le cas très généralement, c'est 2 ans de rémunération qui s'envolaient. Voilà, c'est aussi un produit contractuel, un produit structuré. Il n'y a pas de suspense. C'est une règle du jeu. Si elle est bien respectée, on aura son coupon ou on aura la protection en capital. Bonjour Yves. Bonjour Thomas. Comment tu vas ? Très très bien. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, moi je suis Yves Conan, donc je suis un des dirigeants de Lynxea, qui est une entreprise créée en 2001, plateforme d'épargne en ligne, qu'on a repris, en tout cas on a repris la direction de cette société avec mon associé Antoine Delon en 2015, et on la développe depuis. On a eu la chance de passer d'à peu près 18 000 à 100 000 clients en l'espace de 7 ans, donc un développement qui a été très très fort, et on est ravis que cette communauté d'épargnants grossisse et nous fasse confiance. Ok, donc tu l'as repris en 2015, c'est ça ? Tout à fait. Et est-ce que vous avez toujours proposé que des produits assurantiels, ou depuis toujours vous avez essayé de faire un peu de On a essayé d'élargir un petit peu la gamme. Ouais. Quand on a repris l'entreprise, c'était majoritairement de l'assurance vie. Ouais. Voilà, le fondateur avait monté cette boîte en 2001. À l'époque, Fortuneo et Boursorama lançaient leur assurance vie avec Crédit Mutuel Arkea et Generali. Il est allé voir ces mêmes assureurs et leur a dit « Moi, je voudrais le même contrat, je voudrais baisser un petit peu les frais et je voudrais élargir la profondeur de l'offre d'investissement. » Et grâce à ça, au tout début d'Internet, 2001, moi je suis peut-être un vieux schnock, mais c'était hyper innovant. Ouais. Ça a été beaucoup critiqué. Mais en revanche, le référencement naturel a fait que tous les clients un peu précautionneux, avertis, qui s'intéressaient réellement au fond au moteur de performance de leur contrat, c'est-à-dire de notre point de vue les frais et l'offre, ça remontait très très bien au niveau des requêtes Internet. Et il a créé cette communauté comme ça. Et quand on a repris l'entreprise en 2015, il y avait quand même une communauté de 18 000 épargnants, souvent assez avertis, qui voulaient faire les meilleurs choix pour leur épargne. Et nous, grâce à ces clients heureux, on a eu un développement qui a été assez fort. Et ensuite, on s'est attaché à développer cette offre. Donc sur l'épargne retraite, aujourd'hui le PER, c'est un produit qui fonctionne très bien, qui a trouvé son marché. Et puis de manière un petit peu plus accessoire, pour des clients amateurs d'immobilier, on distribue aussi des SCPI. Voilà, donc on a élargi un petit peu le panel de l'offre. Ok. Alors, l'objectif de l'épisode, là, ça va être de parler d'assurance vie, surtout, parce que c'est l'enveloppe préférée des Français. Alors, à juste titre ou pas, il y a, je pense, des avantages et inconvénients de l'assurance vie. L'idée, c'est qu'on puisse un peu creuser sur le sujet avec toi. Est-ce que déjà, tu peux présenter qu'est-ce qu'une assurance vie ? Ouais. Pourquoi c'est bien ? Et pourquoi c'est pas bien ? Nous faire un petit topo déjà de, selon toi, d'après ton expérience, qui est quand même assez riche. Pourquoi, quelles sont les grandes lignes des avantages et inconvénients d'une assurance vie ? Ok, donc les avantages, ils sont hyper nombreux. De notre point de vue, les inconvénients, ils sont relativement faibles. Après, le premier point, c'est assurance vie. C'est un nom que les gens comprennent assez mal, qui a beaucoup d'idées préconçues. Moi, je préfère dire que c'est un contrat d'épargne et de transmission. C'est-à-dire que tant qu'on est en vie, c'est un contrat d'épargne. C'est-à-dire qu'on met de l'argent, on le fait fructifier sur des supports divers et variés, avec des niveaux de risque qui sont du plus sécuritaire au plus élevé. Voilà, donc c'est un vrai contrat d'épargne avec une fiscalité qui est hyper légère. Et puis, au moment où il se passe un mauvais truc, c'est-à-dire le décès, globalement, il y a des avantages successoraux, c'est-à-dire en termes de droits de succession, qui sont hyper puissants et qui sont beaucoup plus intéressants que si on avait laissé ça sur un compte titre, un compte courant ou un livret A. Voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est une enveloppe d'épargne qui, le jour où on a un vrai problème, permet de transmettre à qui on veut, comme on veut, des montants assez importants sans droit de succession. Donc ça a cette double fonction finalement qui est capitaliser et transmettre. Exactement, c'est-à-dire que tout l'argent qu'on place dessus, tant qu'on n'y touche pas, il ne génère pas de fiscalité, donc il y a un effet boule de neige. Pas de frottement fiscal. Et pas de frottement fiscal, exactement. Et puis le jour où on décède, il vaut mieux payer 0 droit de succession que 20, 30 ou 40%, comme ça se passe assez souvent malheureusement. Tu as parlé de fiscalité. Est-ce que tu peux arriver à l'expliquer simplement, malgré toutes les lois qui changent ? Alors la fiscalité de l'assurance vie, on va dire qu'il y a 3 choses. Tant qu'on place de l'argent, qu'on n'y touche pas, on vient de le dire, il n'y a pas de fiscalité. Quand on a placé de l'argent et qu'on en retire un petit peu, là on paye. Donc là les gens disent il faut attendre 8 ans. Non, il y a une fiscalité globalement forfaitaire qui est 30%, mais c'est pas de 30% sur les gains, c'est 30% sur une quote-part des gains. Je vais essayer de prendre un exemple assez simple.
Si on place 100 000 euros aujourd'hui, on l'investit de manière hyper dynamique, on est un excellent investisseur. Dans 5 ans, le capital a doublé. Donc on a vraiment un taux de rendement qui est sympa. Donc j'ai 200 000 euros sur mon contrat. Et là, j'ai besoin de 20 000 euros. Donc je vais retirer de l'argent. Sur ces 20 000 euros, on va regarder combien il y a de capital et combien il y a d'intérêt. Donc on avait mis 100 000, le contrat fait 200 000. J'ai un 50-50. Donc quand je vais retirer 20 000 euros, je vais avoir du 50-50. C'est-à-dire que sur les 20 000 que je retire, j'ai 10 000 euros de capital, 10 000 euros d'intérêt. Et c'est sur ces 10 000 d'intérêt uniquement que je vais payer 30%. C'est-à-dire que je vais payer 3 000 euros de fiscalité. 3 000 euros rapportés à 20 000, ça fait une fiscalité moyenne qui est extrêmement faible. C'est-à-dire que l'assurance vie, quand on consomme globalement les revenus de son capital, qui est aussi l'idée d'un capital retraite, on a une fiscalité qui est hyper avantageuse, même si on retire une partie de ses profits. Okay. J'espère que j'ai été à peu près clair. Super clair. Et ok. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire quels sont les inconvénients selon toi? Même s'il n'y en a pas beaucoup, selon toi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu critiquerais sur cette enveloppe-là? Ce que je critiquerais, c'est que les gens la connaissent mal. Ça, c'est le premier truc. C'est qu'ils ont une perception qui est c'est bloqué 8 ans. C'est ça, cette idée reçue. Moi, j'essaie de la déconstruire dans le podcast en disant non, j'ai pas bloqué 8 ans. Et en fait, il faut le voir vraiment comme un compte bancaire amélioré. C'est vraiment liquide, quoi. C'est vraiment un placement liquide. C'est ultra liquide. On a un de nos contrats où on peut faire des rachats instantanés. C'est-à-dire qu'on est sur notre contrat Spirica, l'accès à Spirit, sur l'application, on peut retirer de l'argent et 10 secondes après, l'argent il est sur votre compte bancaire. Donc, se dire qu'on est bloqué, c'est pas vrai. La question, c'est si je place de l'argent dans de l'assurance vie, est-ce que je l'ai investi sur des supports d'investissement qui correspondent à mes attentes en termes de risque? Si j'ai fait le bon choix, je peux retirer cet argent à tout moment, j'ai pas de problème. Donc ça, pour moi, c'est le vrai inconvénient. Pour tout le reste, il n'y a pas de véhicule qui donne aussi peu de fiscalité en cours de vie. Sur de la consommation, voilà. Il y a peut-être que le PEA, mais qui oblige à prendre des risques plus élevés. Et puis en cas de décès, en revanche, pour le coup, il n'y a pas photo, il n'y a pas mieux. Donc je vois assez peu d'inconvénients. Ce qu'il faut, c'est plutôt une bonne compréhension du produit pour éviter de se dire je suis déçu. Il y a beaucoup de gens qui sont allés acheter une assurance vie ou à qui on a refourgué une assurance vie dans leur agence bancaire sans savoir vraiment ce que c'était. C'était je vous donne une carte bleue et un découvert si vous m'ouvrez un contrat d'assurance vie. Les gens n'ont pas compris. Parfois, on leur a mis des risques plus élevés. Ils disent je comprends pas, j'avais investi, ça fait 5 ans, j'ai toujours pas gagné d'argent. C'est plus parce qu'ils se sont pas intéressés à leur épargne ou qu'ils n'ont pas eu la chance de te contacter. D'avoir un conseiller indépendant. Ok. Et donc du coup, c'est ce que tu dis, moi ça me parle, c'est ce que je vois au quotidien. Enfin, 95% des gens qui viennent me voir, c'est qu'ils ont souvent des placements qui sont peu performants. Et souvent, moi je trouve qu'ils font il y a vraiment une incompréhension, enfin un laïus là-dessus, c'est qu'ils disent l'assurance vie c'est nul. Ça m'est déjà arrivé, j'ai même fait des posts sur les réseaux en écrivant l'assurance vie c'est nul, parce que des fois j'entends ça, et la plupart des gens ils disent l'assurance vie c'est nul parce qu'ils ont une assurance vie chez un acteur traditionnel avec des frais de versement, des frais d'arbitrage, des frais de gestion super élevés, et investis après sur généralement des fonds d'investissement. C'est ce qui se fait dans 90% des cas. Et souvent, après 5, 8, 10 ans, ils sont à l'équilibre, ou des fois même ils perdent de l'argent. Alors que la bourse, elle a fait x2 en 10 ans. Et moi, j'essaie de leur expliquer, non, mais en fait, si tu prends une assurance vie où tu limites les frais au juste minimum, enfin au juste prix, on va dire, et que tu choisis les bons supports à l'intérieur, à risque équivalent, et j'insiste bien sur ça, à risque équivalent, donc avec ton profil de risque, équilibré, dynamique, prudent, en fait, ta perf est complètement différente. Elle est complètement encadrée surtout. C'est-à-dire qu'il y a une prédictibilité, je suis d'accord avec toi, qui est très forte. C'est juste que les gens souvent achètent un produit, le produit il est extraordinaire, mais ils l'utilisent mal. Et le produit il est pas nul. C'est juste qu'effectivement, ça nécessite un petit peu d'investissement au départ, pas grand-chose, mais pour prendre les bonnes méthodes de travail. Du coup, c'est quoi selon toi les critères qui font une bonne assurance vie? Sur quels critères tu te baserais? Il y a 3 critères. Le premier critère, c'est les frais. Voilà, les frais, c'est la gangrène de l'épargne. Si on prend c'est mon combat de tous les jours. Voilà, pendant 10 ans, ou en tout cas pendant 5 ans, les rendements sans risque rapportaient assez peu, les fonds en euros rapportaient les bons fonds en euros aux alentours de 2%. Si votre établissement bancaire il prenait 4% de frais d'entrée, ce qui est le cas très généralement, c'est 2 ans de rémunération qui s'envolaient. Et avant 2 ans, votre argent ne travaille pas. Donc déjà, mais il faut le mettre sur un livret A, quoi. Bien sûr, mais dès qu'on a des montants plus importants, on est bloqué. Ouais. On est un petit peu bloqué, donc c'est vraiment le réceptacle complémentaire. Et puis ensuite, il y a les frais de gestion. Les frais de gestion, dans un établissement traditionnel, ils sont aux alentours d'1% par an. Sur des contrats en ligne, on peut arriver aux alentours de 0,5, 0,6.
ces 0,5 à 0,6 par an qui paraissent anodins sur des durées d'épargne qui sont de l'ordre de 15, 20, 25 ans, ça représente des montants qui sont pharaoniques. Donc le premier critère, c'est les frais. C'est de se dire, au fond, j'ai une enveloppe qui est peu chargée en frais. Et puis le deuxième critère qui est important, c'est l'offre d'investissement. C'est-à-dire qu'en clair, c'est ce que tu disais, ce qui fait la performance dans le temps, c'est une fois que j'ai ma boîte à outils, quels sont les outils que je vais utiliser à l'intérieur? Est-ce que je veux des outils sans risque, des outils plus risqués? Et est-ce que ces outils sont au bon tarif? Voilà. Donc sur des contrats en ligne, on a un panel de choix qui est extrêmement varié. On peut vraiment trouver tout et n'importe quoi. C'est presque parfois perturbant pour certains clients peu autonomes. C'est pour ça que ton impact il est assez fort sur leur manière d'investir. Il y a des règles assez simples. Et effectivement, les trackers, les ETF, ils sont présents dans nos contrats. C'est une bonne brique. Il y a très peu de frais, c'est assez simple. Donc ça, c'est un bon outil. C'est quoi ton point de vue là-dessus d'ailleurs sur ETF, VS, fonds d'investissement? Tu sais, il y a beaucoup ce débat. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, gestion toi, active versus gestion passive. Qu'est-ce que tu en penses, toi, avec toute ton expérience dans le... Nous, on n'a pas de religion. C'est-à-dire qu'en clair, on propose tout. La vraie question, c'est qu'est-ce qui sera le moins déceptif? Moi, mon sentiment, c'est que une bonne allocation, le bon moyen de répartir son épargne, c'est de se dire au fond, je veux une partie sans risque. C'est-à-dire que cette partie-là, je peux en avoir besoin. C'est ce qui me permet de dormir tranquille, même si les marchés financiers... Donc ça, c'est du fonds en euros. C'est basique. Il en faut. C'est le livret A de l'assurance vie. Et puis ensuite, si on veut faire d'autres trucs, on peut commencer effectivement par un ETF. C'est-à-dire qu'un ETF, c'est ni plus ni moins qu'un outil qui permet de répliquer au centime près la performance d'un indice boursier. Si on se dit, je veux être investi sur les marchés mondiaux, on prend l'indice MSCI World mondial. Et ce support-là, il est en général très peu chargé, 0,20, 0,30 de frais annuels. Et on sait qu'il n'y aura pas de suspense. C'est-à-dire que ce qu'on lit dans la presse sera exactement ce qu'on aura sur son contrat d'assurance vie. Et puis autour de ça, on peut avoir des petits investissements tactiques. C'est de se dire, au fond, j'ai un cœur de portefeuille qui serait du tracker. Et puis autour, je vais aller chercher des petites opportunités. J'aime l'immobilier, tiens, on peut trouver des trucs. J'aime le private equity, tiens, on peut trouver des petites choses. Tu parlais un petit peu de fonds datés. Il y a eu une très très belle opportunité l'année dernière, qui existe encore un petit peu aujourd'hui. Tiens, on peut aller chercher de la gestion active, c'est-à-dire on fait confiance à une tierce partie, Rothschild, JP Morgan, Moneta, Comgest, voilà, c'est ce qui sont des gestionnaires d'actifs pour aller faire des choix tactiques un petit peu connexes à ces ETF. Donc pour moi, c'est une bonne allocation d'actifs. Voilà. Et le fait d'avoir effectivement, comme tu le dis, des trackers ou des ETF en cœur de portefeuille, c'est un moyen de ne pas être déçu parce qu'on sait exactement ce qu'on achète. Ok. Alors, je te propose que je ne vais pas forcément creuser sur le sujet des ETF parce que c'est un sujet que j'aborde très très régulièrement et je pense que les auditeurs ils sont très à l'aise avec ça. Et moi j'ai envie qu'on creuse un peu sur les autres classes d'actifs qui sont dispo sur une assurance vie parce que tu l'as très bien dit, tu vois, une assurance vie c'est une enveloppe multi-support donc on peut mettre tout, mais pour l'épargnant qui veut être en gestion libre et qui veut être un peu autonome et s'économiser les frais de gestion pilotée, il veut peut-être le faire en gestion libre, mais il veut aussi savoir quoi mettre dedans. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choix. Comment décider? Alors, je ne parle même pas de choisir le fonds daté ou machin, mais déjà choisir quelle classe d'actifs. La famille, voilà, la classe d'actifs qu'on va mettre dedans. Parce que c'est quand même ça le gros avantage de l'assurance vie, c'est qu'on peut diversifier par actif au sein de la même enveloppe. Tu as parlé de fonds daté, donc on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est un fonds daté? Un fonds daté, c'est un produit qui permet d'investir sur les marchés obligataires. Les marchés obligataires, c'est l'équivalent du crédit immobilier des entreprises. Des entreprises ont besoin d'argent, elles font un crédit qu'on appelle une obligation, et c'est émis avec un certain taux de rendement. Voilà, Quand on achète des produits obligataires, cette dette, on le voit bien sur l'immobilier, quand les taux montent, ça fait baisser l'immobilier. Les produits obligataires, c'est la même chose. Quand on a des taux qui montent, la valeur de l'obligation diminue. Donc, quand on achète des supports obligataires à très long terme, le capital peut varier en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. L'avantage d'un fonds daté, c'est qu'on investit dans des obligations. La grosse différence, c'est qu'on va investir sur un produit qui a une maturité définie à l'avance. C'est-à-dire on va rentrer sur une maturité 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est souvent dans le nom du produit. Le fonds obligataire daté Tartampion 2026. On sait que l'échéance, c'est 2026. Et on rentre sur un portefeuille d'obligations qui a été constitué, qui est conservé jusqu'à la maturité donnée, c'est-à-dire 2026 dans le cadre de notre exemple. Et on rentre sur un taux de rendement moyen. Et il n'y a pas de suspense. Les taux peuvent bouger, baisser. Si tous les gens qui ont fait un crédit le remboursent, ce qui est généralement le cas dans le cadre des entreprises qui payent leurs dettes, comme les particuliers, eh bien globalement, on a une durée d'investissement donnée, un rendement moyen qui est connu à l'avance. Et le seul aléa qu'on peut avoir, c'est éventuellement le nombre de faillites d'entreprises qu'on aurait dans ce portefeuille.
donc qui pourrait se matérialiser, qui pourrait amputer le rendement et éventuellement le capital. Mais c'est surtout un moyen de se dire, je rentre sur un produit qui pour beaucoup d'investisseurs est rassurant, je veux une durée d'investissement, combien de temps ça dure, combien je vais gagner, quel est mon risque. Quand on a répondu à ces 3 questions, en général, on peut faire un investissement de manière sereine et ces produits datés, ils permettent de répondre à ça. Et aujourd'hui, on a encore des rendements qui peuvent se balader aux alentours de 4,5-5% net de tout frais. Donc on a quand même un produit qui est assez sympa pour ça. Et ça, concrètement, comment ça se matérialise sur le contrat ? Ces 4%, tu les vois du coup sur ta ligne, tu vois que ça prend 4% par an ou c'est vraiment distribué à la fin ? Enfin, j'imagine les intérêts sont capitalisés au sein du fonds. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que tu investis 100 € aujourd'hui, tu sais que normalement à échéance, on va prendre, là on est en 2024, on va prendre une échéance 2030, donc dans 6 ans, tu sais que ton rendement moyen il est à 5 net, tu sais que tu as mis 100, tu devrais avoir 130 capitalisé, c'est-à-dire un petit peu plus. Et globalement, s'il n'y a pas de faillite, ça va peut-être pas se faire sous forme d'une ligne droite à hauteur de 5% par an, mais tu es certain que ça finira bien au bout à 130 plus l'effet capitalisation. Ouais. Dans l'intervalle, ça va bouger un petit peu. Et plus tu te rapproches de la fin, et plus ça va moins l'impact des taux d'intérêt sera important et plus tu te rapprocheras de cette valeur-là. Donc c'est quand même des produits qui offrent une prédictibilité en termes de valorisation. Et après, une fois que ça arrive à échéance, c'est versé sur le fonds euro ? Comment ça se passe ? Ton produit, la société de gestion qui s'en occupe va dissoudre le fonds. Ouais. Et généralement, tu es rebasculé sur du fonds en euros ou un support monétaire. Ok, donc très peu risqué. Donc très peu risqué, voilà, c'est un produit d'attente. Ok. Et en termes de liquidité, comment ça se passe ? Parce que dans une assurance vie, normalement l'assureur est garant de la liquidité sur les supports. Si moi demain, je sais pas, j'achète un fonds daté Tartampion pendant 2 ans, puis au bout d'un moment, je me dis finalement en fait j'ai plus envie de prendre plus de risques, je vais aller sur des ETF. J'ai le droit de le vendre ? Ouais. En fait, comme tous les supports d'investissement, ils ont une valeur liquidative, une valeur de rachat anticipé. Donc ça, sur des actifs liquides cotés comme les actions ou les obligations d'entreprise de taille importante, chaque obligation va avoir une valeur tous les jours. Donc le gestionnaire va publier une valeur et tu pourras sortir à cette valeur liquidative. Je te donne un exemple. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait confiance, qui sont rentrés entre fin 2022 et début 2023. Il y avait des taux qui étaient extrêmement élevés, il y avait une grosse tension sur les emprunts d'entreprise. Ce risque, il s'est réduit. On a des gens qui sont rentrés à 100, ils ont attendu 1 an et demi, ils ont gagné 8-9%. C'est-à-dire qu'ils sont allés plus vite que leur 5% par an. Et là, ils peuvent se dire, au fond, j'ai pris plus vite une bonne partie du gain, je vends ce produit avant la fin. Et donc ça, tu le vends sans problème, sans aucun problème. Voilà. Donc ça, c'est déjà des supports qui, par eux-mêmes, sont assez liquides que tu peux vendre. Et c'est vrai que tu le disais, sur des supports qui sont peut-être, entre guillemets, un peu moins liquides, comme l'immobilier ou le SCPI, si par hasard il y avait un problème de liquidité, c'est-à-dire si on n'a pas vraiment de vendeur en face, c'est effectivement l'assureur qui fait le tampon et qui va assurer cette liquidité. Donc c'est vrai que c'est pour ça fantastique, c'est qu'on n'a pas de blocage particulier sur les supports sur lesquels on investit. Et moi je trouve qu'il y a quand même un avantage aussi sur le fonds daté, tu l'as très bien dit, et je le compare souvent aux ETF obligataires, je précise. C'est moi un des inconvénients, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi un des inconvénients je trouve sur les ETF obligataires, c'est que il y a une sorte de roulement. Ce qui fait que là aujourd'hui c'est très bien, on a des taux à 4%, donc tu as mis une obligation à 4, mais dans 4-5 ans elle arrive à échéance, mais si les taux rebaissent à 2, ton ETF il va suivre. Alors que sur le fonds daté tu verrouilles un rendement. Et selon moi, si on veut être exposé aux obligations, le fonds daté il a quand même cet avantage là par rapport à l'ETF. Le fonds daté il t'évite de faire un choix. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est peu averti, c'est pas déceptif. Tu es rentré dès l'origine avec une durée, un rendement, un risque. Si tu es OK avec ça, il n'y a pas de problème. Tu ne seras pas déçu à la fin. Quelqu'un qui achète aujourd'hui un ETF obligataire d'entreprise high yield, c'est-à-dire un peu à haut rendement, il va rentrer sur un rendement moyen de ses obligations d'entreprise haut rendement. Mais en revanche, comme c'est parfois des maturités 8 à 10 ans et qu'il y en a une qui est remboursée, une qui est rachetée, il prend un risque de taux d'intérêt et d'évolution qui est vraiment en fonction de ce qui se passe. Aujourd'hui, tout le monde dit les taux vont baisser. Donc je rentre sur un ETF obligataire haut rendement qui paye par exemple un rendement moyen de 5. Si les taux restent un peu élevés, voire remontent, la sensibilité, c'est exactement comme l'immobilier, je l'évoquais tout à l'heure. On peut avoir des baisses de valeurs intermédiaires qui sont fortes et ça ne reviendra à l'équilibre que si les taux s'inversent. C'est quelque chose que vous n'aurez pas dans le fonds daté puisque ça, c'est contractuel dès le départ. Donc je suis d'accord avec toi. Pour commencer sur de l'obligataire aujourd'hui, le fonds daté évite de faire des choix. Quelqu'un qui rentre sur un ETF obligataire, il faut vraiment qu'ils se disent, je vous donne un exemple, bonjour monsieur, je prends des maturités très longues, 8, 10, 12 ans,
parce que je pense que les taux sont plutôt plus hauts aujourd'hui. Et je fais le pari que sur les années qui viennent, ça va baisser. Et là, je profiterai plein pot de la baisse de ces taux sur 10 ans. Mais c'est un choix qu'il faut faire. C'est une prévision. Conscience. C'est un peu une. Ça reste un pari. Ça reste la pari un peu spéculatif finalement. Exactement. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi que prévoir la hausse ou la baisse des taux, c'est quelque chose d'impossible finalement. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que même tous les prévisionnistes, je crois qu'il y en a un sur deux qui se plantent. Si on le voit depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, les gens disent les taux vont baisser, les taux vont baisser. En fait, les banques centrales, elles ne le baissent pas. Aux États-Unis, il y a encore de l'inflation. Ça ne baisse pas. Donc voilà, c'est quand même des paris d'anticipation. Et puis surtout, c'est que vraiment de la macroéconomie et ce que personne ne maîtrise finalement. Enfin, il y a tellement de facteurs externes. Je suis d'accord avec toi. C'est très compliqué parce que là, si tout va bien, on va dire aujourd'hui, alors on enregistre le 26 mars 2024, si tout va bien en décembre ou en 2025, ça devrait baisser, mais on n'est pas à l'abri d'une guerre, d'une pandémie, j'en sais rien, tu vois. Et d'un phénomène externe qui fait que ça reste assez élevé, exactement. Donc l'inflation repart pour une autre raison. Et donc sur les produits obligataires, autant se dire à long terme, les produits actions, la bourse monte, c'est vrai, ça fait... quasiment 150 ans que ça fonctionne comme ça. Les produits obligataires, il y a des cycles de taux qui sont impactés par des politiques publiques qu'on maîtrise assez peu. Donc c'est un petit peu plus touchy et c'est pour ça que il y a plus une question de timing finalement. Il y a plus une question de timing, exactement. Voilà. Super. Autre question, si on reste sur les fonds datés, est-ce qu'on peut le faire que via une assurance vie ou c'est possible de le faire en direct? Non, tous ces produits d'investissement, on peut les loger soit dans une assurance vie, soit potentiellement dans un compte titre. Voilà, ce qui va changer, ça peut être le même support. Voilà, je prends un support Tartampion, je peux l'acheter soit en direct dans mon compte titre, soit dans mon assurance vie. Ce qui change, c'est juste l'aspect fiscal. Le fiscal, ok. Super clair pour les fonds datés, c'est vraiment un sujet que j'avais jamais abordé. Je suis trop content que tu l'expliquais si bien. Un autre sujet, si on reste vraiment sur le côté multi-support et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Alors, on va passer assez vite parce que je parle beaucoup de ce sujet-là, c'est les SCPI, donc les auditeurs connaissent très bien. Que te poser comme question sur ça? Alors, peut-être la question qui serait peut-être un peu touchy, surtout en ce moment, sur la liquidité, les SCPI. J'ai ouï dire que certains assureurs bloquaient les liquidités. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, en fonction des conditions de marché, parce que on l'a dit tout à l'heure, normalement l'assureur est garant de la liquidité sur tous les supports. Est-ce que ça peut arriver que dans des contextes comme on a connu ces dernières années, que si vraiment il n'y a pas d'acheteur en face ou que l'assureur puisse ne pas rembourser aussi vos SCPI si on passe par une assurance vie? Les SCPI aujourd'hui, comment est-ce que je peux le dire? Ils ont été introduits dans le paysage de l'assurance vie chez nous assez tôt. Il y a toujours des contrats d'assurance vie standards où on n'en a toujours pas. Donc chez nous, il y en a pas mal et les gens, depuis 10 ans, ont fait de très bonnes affaires sur ces produits-là. Ils ont touché leurs coupons avec des rendements sympas, des revalorisations de parts. Là, on est dans un contexte un petit peu plus complexe où l'immobilier, y compris l'immobilier professionnel, il est chahuté à cause de cette fameuse hausse de taux d'intérêt. C'est-à-dire que les gens qui voulaient vendre un immeuble qui valait 100 il y a 1 an et demi, quand les taux ont pris 4%, c'est la même chose que pour sa résidence principale. Il y a moins d'acheteurs en face. Aujourd'hui, il y a un petit peu moins d'acheteurs. On dit, en fait, non, c'est 15 ou 20% plus faible. Donc, il y a certaines SCPI qui sont un petit peu dans cette situation-là. Aujourd'hui, si tout le monde veut sortir, il y a une sorte de carnet d'ordre qui doit se mettre en place. Si on les a achetés en direct. Si le carnet d'ordre, il n'y a pas d'acheteurs et de rencontres avec les vendeurs, on a là un problème de liquidité. Ça, c'est vrai sur de la détention directe. En assurance vie, on a des SCPI qui connaissent des problèmes de carnet d'ordre en direct. En assurance vie, vous pouvez les céder. Les assureurs, aujourd'hui, font le tampon et réintègrent dans leurs fonds propres ces SCPI, ce qui vous permet de les sortir à la valeur publiée. Voilà, il y a j'ai eu vent d'un assureur qui a bloqué des arbitrages. Voilà, on peut dire, c'est inadmissible, on ne respecte pas les règles. Il faut aussi voir qu'un assureur, il est là pour protéger les épargnants. Et que s'il y a des gens qui sortent de manière massive, parfois un peu épidermique et sous l'émotion, ils vont accentuer leurs problèmes, accentuer le problème des autres épargnants. Ça fait boule de neige dans le mauvais sens. Et l'assureur peut dire, on a une phase temporaire, votre SCPI, à moins qu'on vous l'ait mal vendu, à moins que vous ayez été mal conseillé, voilà, vous n'avez pas eu la chance d'appeler un conseiller indépendant qui vous a donné un bon conseil, c'est pas un produit de trésorerie 2 ans, c'était un produit de maturité 8 ou 10 ans sur lequel on comptait sur les loyers.
Et là, effectivement, il a peut-être perdu 10%, c'est-à-dire 2 ans de loyer. Mais c'est pas grave, il y a quand même un retour à meilleure fortune possible, d'une part, et dans tous les cas, vous continuez de toucher vos loyers. Voilà. Donc oui, l'assureur aujourd'hui, enfin les assureurs au sens large, jouent le jeu de la liquidité. Ouais. Très bien. Donc du coup, ça fait partie d'un des avantages de la SCPI en assurance vie, parce qu'il y a souvent il y a ce débat ou ce combat assurance vie, SCPI en assurance vie vs SCPI en direct. Quels sont selon toi, tu vois, les avantages? Alors, on a parlé de la liquidité. Est-ce que tu vois d'autres choses qui te permettraient d'orienter, de trouver que c'est plus sympa, plus intéressant de passer Alors, par le gros avantage de l'assurance vie, c'est que si on a une assurance vie qui redistribue 100% des loyers, pour être un petit peu plus clair pour les auditeurs, si j'ai mis 100 000 euros dans une SCPI qui paye 5%, j'ai le droit normalement à 5 000 euros de loyer par an. Il y a certains assureurs qui, parce que ce sont des supports un peu moins liquides, gardent une partie de ces loyers. Tu sais combien ils gardent? C'est entre 0%, c'est-à-dire certaines rétrocèdent 100%, et puis d'autres gardent jusqu'à 15%. Okay. Voilà, donc ça vient réduire un petit peu le rendement. Et ça m'intéresse parce que, selon moi, vous êtes un des seuls qui fait ça. Et pourquoi vous avez fait ce choix-là chez Linksea de reverser 100% des loyers? On a eu la chance avec l'assureur de pouvoir un petit peu co-construire le produit. Mais on s'est dit, voilà, Spirica, ils avaient envie de développer cette classe d'actifs. On voulait que ça soit attractif et que ça soit un vecteur de... un petit aimant épargnant. Un petit aimant épargnant. Voilà, ils ont trouvé un petit peu un facteur de différenciation. Et c'est vrai que sur ce contrat, on touche 100% des loyers. Voilà, donc ça, c'est un truc qui est vraiment, vraiment très sympa. Alors ça, c'est pour la partie assurance vie. Donc si on touche 100% des loyers, c'est super, et c'est exactement comme ce qu'on aurait en direct. Le fait d'être dans l'assurance vie fait qu'on n'a pas de fiscalité sur les loyers tant qu'on n'y touche pas. Versus une fiscalité qui peut être quelqu'un qui a une tranche à 30% plus les prélèvements sociaux, ça fait quasiment 50%. Donc mes 5 000 euros, si je les ai en direct, ils deviennent 2,50. Donc là, c'est un petit peu moins bien. Alors après, aujourd'hui, on a des SCPI qui sont investis à l'étranger qui permettent de réduire cet inconvénient-là. Donc on peut avoir et puis on va avoir d'autres SCPI parce que toutes les SCPI ne sont pas disponibles en assurance vie. Donc ça, c'est au cas par cas, on peut avoir d'autres supports, des SCPI de logistique, des trucs plus thématiques qui investis à l'étranger compensent un peu cet impact fiscal. Et puis après, en direct, on peut avoir des modes d'acquisition qui sont un petit peu différents, c'est-à-dire le démembrement. Je ne sais pas si c'est des sujets que tu as déjà avec tes auditeurs. Démembrement, voire crédit pour profiter de l'effet de levier pour quelqu'un qui est modeste, qui aujourd'hui a, je dirais, moi, je peux emprunter 30 000 euros parce que j'ai acheté ma résidence principale, il me reste une petite capacité d'emprunt. Le fait de pouvoir le faire en direct à crédit, c'est quelque chose qu'on ne peut aujourd'hui pas faire en assurance vie. Donc, voilà. Mais globalement, quelqu'un qui veut des SCPI plutôt, on va dire, franco-françaises, avec un niveau de fiscalité élevé, il sera peut-être mieux en assurance vie que sur du direct. Ouais. Et puis aussi, il y a une histoire de décote aussi. On les achète un poil moins cher. La part est un poil moins cher sur l'assurance vie qu'en direct. Exactement. Ouais. Il y a en général, elle est un petit pourcent et demi de gain quand on le fait en assurance vie, ce qui n'est pas neutre. Ok. Ouais. Donc là, on va dire le gros avantage de le faire via l'assurance vie, c'est l'aspect fiscal. Clairement, dès qu'on est en TMI 30, même s'il y a cette optimisation fiscale avec les CPI étrangères, on va dire que si on a besoin de revenus complémentaires immédiats sur notre compte en banque. Ouais, exactement. Et qu'on veut juste dans son allocation quelque chose qui va payer aujourd'hui sur des SCPI récentes entre 5 et jusqu'à un petit peu plus de 7%. Voilà, on a un produit qui verse ses coupons nets de fiscalité, c'est super. Puis sachant que maintenant, il y a même possibilité d'avoir des CPI sans frais d'entrée chez vous, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on a participé, nous, à un projet entrepreneurial qui est la création d'une société de gestion qui s'appelle Remake Asset Management, par deux personnes, David Sexich et Nicolas Kert, qui étaient des pros de l'immobilier depuis une vingtaine d'années, qui ont voulu avoir un projet entrepreneurial et mettre à disposition des épargnants français une CPI sans commission de frais d'entrée. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins chère, il y a un petit peu plus de frais de gestion. Mais ce qui est assez simple pour l'épargnant, c'est plutôt que de prendre 10% de frais tout de suite, il va prendre, entre guillemets, ces 10% de frais, mais sur les 10 à 12 prochaines années avec des frais de gestion. Qui sont un peu plus élevés. Un petit peu plus élevés, mais qu'on paye au fur et à mesure. Et en fait, on ne paye pas pour voir, on paye au cours du temps. Voilà. Mais surtout que les frais de gestion, ils sont plus élevés que sur les CPI traditionnels avec frais d'entrée, mais moi, ce que je dis souvent, c'est que finalement, on s'en fout qu'ils prennent plus de frais de gestion dans la mesure où le rendement est servi net de frais de gestion. Exactement, la question c'est... C'est la même question que sur la gestion active ou passive. Il y a très peu de gérants
qui gèrent activement des fonds d'investissement en faisant mieux que le tracker. Mais s'il y en a un qui fait systématiquement 3% de plus et qu'il a gagné 2%, oui, on est prêt à le payer, quoi. C'est le juge de paix, c'est la performance nette, in fine. Je suis d'accord avec toi. Trop bien. Ok, donc là, si je récapitule, dans notre petite marmite de l'assurance vie sur laquelle on va cuisiner nos différents ingrédients, on a parlé un peu du fonds euro. Alors, fonds euro, je ne vais pas y revenir parce que je pense que les gens les connaissent bien. Le fonds daté, donc qui est un peu, on va dire, une façon de s'exposer aux obligations. Un fonds euro plus, entre guillemets, dans l'esprit. C'est, voilà, je mets de l'obligataire, mais c'est une façon de s'exposer aux obligations indirectement, quand même, le fonds euro. Exactement. Mais voilà, avec le fonds daté, je vais chercher peut-être un petit peu plus de rendement, mais j'ai un cadre qui est encore bien cadré. Parce que c'est vrai que je suis passé un peu vite, mais je l'ai quand même dit souvent, c'est que le fonds euro est constitué en majorité d'obligations, à peu près 80-85%. Et donc c'est une façon de s'exposer aux obligations, mais à capital garanti. Exactement, c'est l'assureur qui s'occupe de ça pour toi. Ouais. Mais voilà, si on veut chercher un peu plus de perf que le fonds euro... Le fonds daté, c'est un bon truc. Le fonds daté, c'est bien. Les ETF, on n'en parle pas, tu as déjà évoqué le truc. Et vu qu'on est sur les supports très peu risqués, moi, il y a quelque chose que j'aime bien, surtout en ce moment, c'est le fonds monétaire. Ouais. Parce que... pourquoi c'est bien en ce moment? On le voit, hein, les taux d'emprunt aujourd'hui sont à 3,50. Donc les taux, quand j'emprunte à la banque, même sur 10 ans, globalement, on me fait payer 3,50. Globalement, la rémunération de l'argent aujourd'hui, à très court terme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle est aux alentours de 3,50 aussi. Ça veut dire qu'on peut placer son argent. Normalement, si je vais voir une entreprise, je lui dis je t'emprunte de l'argent à 3 mois, le taux qui va me rémunérer, c'est à peu près 3,5%. Donc ça veut dire que dans des supports monétaires qui sont justement ces placements court terme de dette, on va être aux alentours de 3,50 à peu près net de frais du fonds. C'est des fonds qui sont en général très peu chargés. Voilà, et après, on enlève la fiscalité de l'assurance vie. Donc aujourd'hui, sur des contrats de bonne qualité, on a des fonds en euros qui, cette année, vont payer un petit peu mieux que les fonds monétaires. Voilà. Dans des contrats plus bancaires, où là, on a encore des fonds en euros qui payent entre 1,50 et 2, le fonds monétaire, c'est un bon truc. Parce que même si on enlève un peu de frais de gestion, on peut arriver à faire du 3% net. Voilà. Moi, j'ai l'impression que le fonds monétaire, c'est vraiment une sorte de fonds euro en termes de risque. Alors, c'est pas capital garanti, certes, mais c'est très peu risqué, mais ça te permet d'être beaucoup plus aligné, de t'aligner beaucoup plus rapidement au taux réel, au taux directeur. Exactement. Alors que le fonds euro, il va mettre du temps, tu vois. Le temps qu'il émette de nouvelles obligations et tout, à s'aligner. Et puis, c'est surtout qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut vraiment pas de risque, alors il y a pas mal d'assureurs qui t'autorisent à verser sur du 100% fonds en euros. Voilà. S'il est de mauvaise qualité à 1,50, il vaut mieux faire du monétaire à 100%. Ça, je suis d'accord avec toi. Si tu as un fonds monétaire de bonne qualité, mais que l'assureur t'oblige à mettre 20 ou 30% d'unités de compte, et que tu veux pas prendre de risque, et que tu veux pas prendre de risque, tu fais un petit combo 70-30 et tu composes ça comme ça. Et comme ça te permet de pouvoir ouvrir le contrat tout en étant très peu risqué, voire pas risqué. Pas risqué du tout, quoi. Quel prisme on le voit. Exactement. Mais, je vois pas pourquoi le fonds monétaire il fera pas faillite. J'ai un peu du mal à l'imaginer. Ouais, non, mais dedans, c'est des placements qui sont extrêmement court terme. Liquides, très liquides. Voilà. Ton seul risque pour un fonds monétaire baisse, c'est une remontée des taux d'intérêt. C'est-à-dire que les fonds monétaires, ils n'ont pas ou peu performé. Là, ça performe très bien en 2023. Quand les taux sont remontés sur les années précédentes, là même sur du court terme, tu avais des produits monétaires qui avaient des performances légèrement négatives. Voilà. Ça sera jamais. Et tu vas pas faire un moins 20%, quoi. Ça sera jamais un drame. Voilà. Ouais. Yes. Donc c'est un bon produit de complément pour les gens qui sont terrorisés. Ouais. Qui sont prudents. Ok. Il y a encore 2 classes d'actifs que j'aimerais aborder avec toi, Yves. Il y en a un que je connais très bien et que j'aimerais qu'on détaille, qui est le private equity. Il y en a un que je connais beaucoup moins bien et sur lequel je suis même pas très convaincu, qui est le fonds structuré, et j'aimerais que tu arrives à me convaincre. C'est un bon challenge. Alors, par quoi tu veux commencer? Est-ce que tu veux commencer par le private equity ou le fonds structuré? On fait le private equity. On garde le meilleur pour la fin. Comme ça, on tient les gens jusqu'au bout. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup d'auditeurs qui me posent des questions sur le fonds structuré. J'ai pas mal de demandes même d'avoir un invité expert sur le sujet, et je pense que tu vas être une bonne personne pour nous en parler. Sur le private equity, donc du coup, ça fait partie des classes d'actifs que certaines assurances y proposent, donc notamment la vôtre. De quelle manière ça se passe? C'est quel type est-ce que tu peux nous dire un peu de quelle manière on peut investir en private equity via votre assurance vie? Alors le private equity, juste pour donner une petite définition, c'est de l'investissement dans du non coté. C'est-à-dire on investit dans des entreprises mais qui ne sont pas cotées en bourse. Ça veut dire qu'il y a des professionnels de l'investissement qui vont acheter du capital des entreprises
ou leur prêter de l'argent, ce qu'on appelle de la dette privée, mais dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Et généralement, le cycle de vie, c'est des durées de 8 à 10 ans pour que globalement, on investit dans une entreprise aujourd'hui, on a 2, 3, 4 ans où l'argent qui a été investi doit produire ses effets. Pendant les 4 années suivantes qui nous amènent vers les 8 ans, normalement l'entreprise se développe et fait plus de profits. Et au terme de ce cycle-là, la personne qui l'avait acheté la revend à quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, on matérialise de la plus-value. Donc c'est des cycles d'investissement qui sont assez longs dans du non-coté. C'est combien de temps à peu près les cycles ? Les fonds d'investissement, c'est aux alentours de 8 ans. Et parfois, pour céder toutes les entreprises n'ont pas forcément le même succès. Parfois, on prolonge un petit peu ces fonds sur des durées d'1 à 2 ans. Donc, l'avantage qu'on a, c'est que les performances historiques de cette classe d'actifs sont en général meilleures que la bourse traditionnelle. C'est combien à peu près ? 10 ? Moi, j'ai en mémoire 10, 12 ? 12% à peu près par an. Donc quand on va dire la bourse mondiale sur des durées de 10 ans se balade plutôt aux alentours de 7, avec un cycle qui a été un petit peu plus mauvais sur les dernières années. Donc il y a quand même une différence. Donc on investit comme ce qu'on peut faire aujourd'hui sur des plateformes de crowdlending. J'investis, alors ce qu'on voit sur pas mal de plateformes, c'est des très petites PME, comme quand un copain monte sa boîte, on lui dit tiens, je vais te mettre un peu d'argent au capital. Ça, c'est du private equity. La grosse différence, c'est quand on le fait avec des fonds d'investissement, avec des sociétés de gestion qui investissent plus d'une dizaine de milliards d'euros. Elles investissent généralement dans des entreprises de très grosse taille, qui font déjà des revenus matures, avec de la visibilité, qui veulent développer leur marché. Donc, est-ce qu'il y a un aspect restructuration ? Alors, est-ce que les fonds, ils restructurent aussi la boîte ou pas ? Ou c'est juste, ils achètent une part de capital, ils attendent qu'elle fasse plus de perf, ils la revendent ? Non, en fait, ce qui fait aussi que ça fonctionne, c'est mon sentiment. Si on met de côté cette notion de durée, peut-être de liquidité, entre guillemets, pour toucher toute la performance, c'est que ces fonds d'investissement-là, ils sont totalement alignés avec les managers des entreprises dans lesquelles ils investissent. C'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent, leur propre rémunération est fonction du rendement, des gestionnaires, de la capacité de l'entreprise à être vendue plus cher. Et les managers, globalement, c'est pareil, ils sont aussi indexés dans leur rémunération sur leur capacité à délivrer le programme d'investissement qui a été mis en place. Donc, tout le monde dans la chaîne de valeur alignée, les managers veulent que ça fonctionne parce qu'ils seront bien rémunérés. Celui qui a investi, c'est la même chose. Et indirectement, si ça fonctionne bien, celui qui a investi dans le fonds d'investissement tirera profit aussi. Donc, il y a une chaîne de valeur qui est très alignée. Et c'est ce que je crois aussi, moi, c'est que les PME, quand on a une PME, ça peut être des PME qui font 100, 200, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un bon produit, un bon marché. On le voit même si les toutes petites valeurs dans les fonds d'investissement cotés en bourse ont fortement souffert, les fameuses small cap au cours des dernières années quand elles sont cotées en bourse. Et dans ces fonds d'investissement, quand on n'a pas le cycle boursier qui est un peu comme un coup près permanent, elles ont réussi à traverser la crise du Covid, cette hausse de taux d'intérêt, ça fonctionne encore bien et les performances devraient quand même être au rendez-vous, malgré ça, pour des gens qui ont investi en période un petit peu difficile. Et c'est quoi les risques finalement ? Parce que 10-12%, forcément, c'est plutôt du haut rendement, donc forcément haut risque. C'est quoi les risques qu'on peut associer à ce genre de... Ça fait 30 ans que ça fonctionne, ce private equity, et 30 ans qu'ils délivrent des taux de rendement comme ça. C'est-à-dire qu'en clair, c'est que si on investit dans des PME, ou un portefeuille de PME, quand je dis PME, ça peut être des très grosses boîtes. Faut vraiment, c'est les fameuses ETI. On trouve de la valeur. Aujourd'hui, il y a peut-être, on va dire, 700 sociétés cotées en bourse en France. Il y a 160 000 PME et ETI. Donc là-dedans, il y a des PME où il y a des problèmes de transmission. Celui qui l'avait monté veut vendre, veut concrétiser de l'argent pour lui. S'il trouve personne pour racheter, mais que sa boîte marche et qu'elle est rentable, il va avoir un fonds d'investissement qui lui offre cette liquidité et qui permet d'avoir un nouveau... Donc il y a une forme de profondeur de marché qui est importante. Et c'est vrai que quand on aligne tout le monde, pour l'instant, ça fonctionne. Pour moi, le vrai gros risque, c'est de se dire oui, si j'ai quelqu'un qui fait mal son boulot, qui investit sur un portefeuille de 30 à 40 sociétés, ce qui est le cas dans un fonds, sur 40 losers, on a un risque de perte en capital qui est très fort. Dans la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, les fonds de private equity de type un peu institutionnel, au pire, ils rendent globalement, je ne vais pas dire le capital. Ce n'est pas du capital garanti, évidemment, parce que dans l'intervalle, et c'est vrai au début, c'est des fonds qui ont une forme de courbe en J, c'est-à-dire que les premières années, on l'a dit, les investissements ne portent pas toujours leurs fruits. On voit une valeur baisser dans l'attente globalement de
de performance future. Donc voilà, c'est vraiment pour moi le vrai sujet, c'est la liquidité, c'est-à-dire j'en mets, je saupoudre un petit peu, et puis ce truc-là, je l'oublie dans mon allocation d'actifs, dans ma recette de cuisine, je le mets de côté et je m'en occupe plus. Et est-ce que, vu qu'on peut le faire via une assurance vie, est-ce que ça reste liquide malgré tout? Ouais. Ça reste liquide, mais il y a des pénalités, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a des fonds où il n'y en a pas. Ouais. Il y a des fonds où globalement les premières années, c'est-à-dire et à la limite c'est pas malsain, il y a des pénalités de sortie parce qu'il faut faire comprendre aux gens avant qu'ils rentrent que c'est pas de la spéculation, quoi. Que c'est pas de la spéculation et que pour toucher pleinement et pas être déçu, il faut attendre, c'est justement de se dire en faisant ça, je vous fais comprendre que les 3 à 4 premières années, ça peut être un peu déceptif parce que vous n'allez pas avoir de plus-value. Vous allez, ils sont où ces 12% par an les 3 premières années? Et en revanche, c'est qu'une fois qu'on arrive en fin de parcours que ça paye. Et que la boîte est vendue, qu'on sait réellement combien ça vaut. Voilà, exactement. Donc ça reste liquide parce que c'est l'assurance vie, mais l'objectif, ça reste bien sûr que ce soit un investissement long terme et que ce soit au moins 5, 8, 10 ans. Quoi. Exactement. Donc, voilà, dans sa palette d'investissement, c'est de se dire, ça fait partie des actifs les moins liquides. Si j'ai besoin d'argent, je sais que je pourrais le récupérer. Mais idéalement, il faut vraiment se dire que c'est du 5 ans minimum, quoi. Ok. Et après, les entreprises qui sont sélectionnées au sein du fonds, c'est souvent des entreprises matures. C'est ce qu'on appelle du LBO. Oui. Alors, il y a plusieurs cycles de vie dans le... c'est vrai que le private equity, c'est une famille d'investissement de nos côtés. Et ensuite, il y a certains acteurs qui vont investir à différents stades. Donc, le stade le plus précoce, c'est ce qu'on appelle le venture capital. C'est le capital... on va dire d'amorçage. C'est capital risque, c'est les business angels. Capital risque, c'est du business angel. Alors ça peut être sur des très grosses sociétés, des boîtes comme Conto, où il y a un business model de départ, ou Revolut, ça fait partie un peu de ces trucs-là. Aujourd'hui deviennent des entreprises plus matures. Donc là, c'est quand on commence à gagner de l'argent, on a un business model qui s'appelle du capital développement. Ça, c'est la deuxième phase plutôt. Deuxième phase. Et puis ensuite, la troisième phase, c'est quand justement... on arrive à une phase installée, on a une boîte qui est rentable, qui est très rentable, et que là, par exemple, le chef d'entreprise veut en sortir et avoir un nouveau cycle qui est confié à de nouvelles personnes. Là, ça, c'est ce qu'on appelle du LBO. Et c'est le stade le plus mature. Voilà. Et c'est ce qui est le plus souvent dispo sur les assurances vie. C'est vraiment le dernier stade, donc finalement le moins risqué du private equity. Exactement. Alors, ça reste très risqué quand on part avec le reste des actifs. Mais au sein de la classe d'actifs private equity... C'est la phase la plus pérenne. Parce qu'on sait exactement que c'est des boîtes qui ont un résultat net important, une prédictibilité qui est forte. On prend moins de risques que sur quelqu'un qui vient juste de monter sa boîte, qui a encore 0 revenu. Donc ça, c'est majoritairement les stratégies qui sont proposées dans l'assurance vie. Il y a certains fonds qui vont un petit peu plus sur la tech, donc un petit peu plus risqués. Voilà, c'est ce qu'il faut regarder, mais majoritairement, c'est du LBO. Okay. Et ça, sur une assurance vie, ça s'appelle un FCPR. Ça, Fonds de commun de placement risque. Exactement. Donc nous, chez Linxea, on en a à peu près, on va dire quasiment une quinzaine sur notre contrat Spirica, avec des très très belles marques. C'est-à-dire qu'il y a des fonds comme Euraseo, Ardian, Apax, qui sont vraiment des leaders du monde du private equity. Du monde du private equity, qui pendant très longtemps n'étaient réservés qu'aux institutionnels. Qu'on crée des véhicules plus grand public, où il y a un petit peu plus de frais, peut-être, mais en fait, on verra bien la performance à la fin. Et c'est vrai que si c'est des produits qui, même à terme, délivrent une performance de 8% net par an, en ayant dans l'intervalle des valorisations qui bougent assez peu, en fait. Comme c'est pas coté en bourse, il y a des valeurs intermédiaires qui sont publiées, mais c'est généralement plus tranquille dans la valorisation. Donc c'est quand même sympa de pouvoir avoir accès à ce type d'actifs à partir de 1 000 € la part. C'est-à-dire que il y a encore 2 ans, il fallait avoir 1 ou 2 millions d'euros sur son compte pour que peut-être votre banque privée vous propose, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, un seul de ces fonds. Nous aujourd'hui, on a eu la chance avec les assureurs de travailler pour rendre vraiment grand public une offre assez sympa. Ok, super intéressant. Maintenant, parlons de la dernière classe d'actifs, le fonds structuré. Est-ce que déjà tu peux nous le définir simplement? Qu'est-ce que c'est un fonds structuré? Comment ça fonctionne? Un produit structuré, il faut le concevoir comme un produit d'assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir sur des marchés actions,
son seul choix, on va dire, il achète le CAC 40. Si le CAC 40 monte de 40, il gagne 40. S'il perd 40, il perd 40. On a ce qu'on appelle un risque symétrique. Le gain est égal à la perte. Tous les gens, ils veulent le gain, et il y en a très peu qui veulent la perte qui va en face. Un produit structuré, c'est un moyen d'encadrer ce risque. C'est de se dire, je vais rentrer sur le CAC 40, par exemple, mais je vais avoir un plafonnement du gain dans ce produit. Donc mon gain va être connu et plafonné à l'avance, moyennant le fait que, comme j'accepte un plafonnement du gain, je vais bénéficier de sécurité en cas de baisse. Exemple, un produit structuré qu'on pourrait fabriquer, je touche un rendement de 6% par an, si le CAC 40 est stable ou haussier. Donc mon gain va être capé à 6% par an, moyennant quoi, sur une durée de 8 ou 10 ans, même si le CAC 40 perd 50%, je vais avoir une restitution du capital. Donc en clair, on accepte, en fonction d'un plafonnement du gain, une protection à la baisse. Donc c'est comme un produit d'assurance. C'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Ok, donc ça veut dire que si le CAC 40, on reste sur l'exemple du CAC 40, pendant 10 ans, il fait moins 40%, je récupère l'intégralité du capital, donc évidemment sans plus-value, mais je récupère au moins le capital. Exactement, c'est-à-dire quelqu'un qui aura acheté le CAC 40, ça baisse pendant 10 ans, on est à 35% de baisse dans 10 ans, il a perdu 35%, il a encaissé des dividendes peut-être, qui vont compenser cette perte en capital. Si j'ai acheté un produit structuré qui nous dit, j'investis aujourd'hui, pendant 10 ans le CAC 40 ne fait que baisser, il termine à moins 35, j'ai mon assurance à moins 50 qui fonctionne, et on va restituer le capital. Et ça se passe comment concrètement ? Est-ce que tu le vends quand tu veux ? Est-ce que c'est bloqué ? Non, ça, il y a une valeur liquidative qui va être publiée tous les jours, qui va globalement traduire un petit peu ce que je suis susceptible de te rembourser. Mais ça, à la limite, je regarde la question, juste pour bien expliquer le concept. Ouais. Un produit structuré, c'est un produit d'assurance. La majorité des produits qui sont distribués aujourd'hui, chez nous, ça s'appelle la gamme Exigence, c'est je rentre sur un indice boursier, je vais le regarder régulièrement dans le temps. S'il est stable ou haussier, c'est-à-dire si au bout de un mois, il y a des fréquences de rappel, c'est comme une règle du jeu comme au Monopoly. Au bout d'un an, 1 an et 1 mois, 1 an et 2 mois, 1 an et 3 mois, si on est stable ou haussier, c'est-à-dire je vise un marché stable en tendance, je rends le capital avec un coupon de X% par mois ou X% par trimestre en fonction de la formule, dans un marché stable. Si on a un marché qui est toujours baissier, j'ai un système de protection à la baisse à maturité. Si je suis entre 0 et le seuil de protection, ma ceinture de sécurité fonctionne, on restitue le capital et parfois même du rendement. Et si je suis en dessous de ce seuil, c'est là qu'on est sur des produits non garantis. Si on est par exemple en dessous des moins 50 à la fin, là on perd vraiment le capital. Là on peut perdre exactement comme ce qu'on aurait investi en direct. Donc c'est un produit de risque intermédiaire entre un produit action et un produit sans risque. Ça c'est une des familles des produits structurés qui est la plus vendue. Ça existe depuis une vingtaine d'années. Voilà, ces produits-là, ils sont massivement distribués depuis plus de 10 ans. Et quelqu'un qui aura acheté tous les produits structurés au fur et à mesure du temps, puisqu'on vise un marché stable, globalement, ils auront un taux de rendement moyen aujourd'hui sur le marché qui serait de l'ordre de 6,5% net. Donc on sait que ça fonctionne. Il y a eu des milliers de produits lancés. Voilà, c'est une classe d'actifs qui fonctionne bien. Ça nécessite au départ un peu de lecture. Parce que la beauté de ces produits-là, c'est que c'est comme pour les fonds datés. Sur chaque produit structuré, on connaît les éléments les plus importants pour l'investisseur. Sur quoi j'investis ? C'est un indice boursier européen, un indice boursier mixte avec des valeurs américaines, un indice ESG. Donc on sait exactement ce sur quoi on investit. On connaît la durée d'investissement maximum. On connaît le rendement prévisionnel. On sait qu'il est plafonné. 7, 8, 9, 10% par an. Et on connaît le seuil de protection à maturité. Et si on estime que le seuil de protection est insuffisant, c'est-à-dire que le risque en capital est trop fort, il ne faut pas acheter le produit. Dans tous les autres cas de figure, le scénario de remboursement et de risque en capital, il est totalement encadré dans la brochure commerciale qui est comme un contrat. Ouais. Voilà, c'est aussi un produit contractuel, un produit structuré. Il n'y a pas de suspense. C'est une règle du jeu. Si elle est bien respectée, on aura son coupon ou on aura la protection en capital. Alors, tu parles de rendement garanti à maturité. Si j'achète aujourd'hui un fonds structuré à 100 € qui fait moins de 10% et que dans 3 ans, donc avant la maturité, je veux le revendre, est-ce que j'encaisse la perte ou vous le garantissez quand même ? Alors, je te donne... je vais essayer de te prendre un exemple simple. Prenons un exemple sur... je fais un produit structuré sur le CAC 40. La règle du jeu est la suivante. On rentre aujourd'hui sur un cours à 7000 points. 8000 points, ouais. Pardon. ça a passé c'est monté assez vite. Et la règle du jeu te dit, on va se donner rendez-vous dans un an
puis dans 2 ans, puis dans 3 ans, et je vais regarder le CAC 40 à cette date. Le jour où il est à 8000 points, c'est-à-dire je ne te demande pas qu'il soit en hausse, hein, je te dis qu'il est égal au cours d'aujourd'hui, on peut avoir baissé dans l'intervalle. Je te rends ton capital, tu avais investi 100, je te rends 100, et je te rends un coupon additionnel de 6% par an, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Si au cours de la première année, tu vas le sentir un petit peu, le CAC 40 continue de monter beaucoup, tu es d'accord avec moi que ta probabilité de remboursement au bout d'un an, avec ton capital et ton coupon de 6, est importante. Donc tu as un produit qui va se balader entre 100 et 106. Si à ce moment-là tu veux le vendre, pas de problème. Tu le vends à la valeur liquidative. Donc tu récupères un peu de gain. Et tu récupères un peu de gain. Si tu attends la fin de la règle du jeu de la première année, tu auras bien 100 plus ton coupon de 6 contractuel. Je prends un autre exemple que tu évoques. On rentre aujourd'hui à 8000 points. Et c'est à ça que servent ces produits structurés. C'est justement de s'affranchir du timing de marché. Parce qu'on se dit, je veux quand même être exposé au marché action. L'intelligence artificielle, le truc, il y a de la croissance, les taux vont peut-être baisser, les marchés vont peut-être continuer de monter, mais on est quand même à 8000, c'est le plus haut. Qu'est-ce que je fais? Tu achètes un produit structuré, tu rentres sur un niveau de marché qui te paraît haut. Et puis en fait, tu as raison, le marché baisse. C'est-à-dire qu'en fait, au cours des 2-3 prochaines années, le marché baisse beaucoup. On a un vrai krach boursier, on perd 30%. Ton produit structuré, il va être mal valorisé pendant cette période-là. Pourquoi? Parce que ça baisse beaucoup. Et si tu as une protection en capital à moins 50, le produit va se dire, oh là là, ma ceinture de sécurité, à la fin, elle ne va pas fonctionner. Donc tu as un produit structuré qui va mal se valoriser. Mais imaginons qu'entre l'année 3 et l'année 5, tu reviennes à 8000 points. Donc tu as connu une phase de baisse, et puis tu reviens à l'équilibre un petit peu plus tard. À partir du moment où tu reviens à l'équilibre, tu te souviens que ta règle du jeu te dit, j'ai investi 100, avec un CAC à 8000, le jour où je suis à 8000, je touche 100 plus tous mes coupons. Quelqu'un qui aura investi sur le CAC 40, il fait moins 30, il revient à l'équilibre au bout de 5 ans. Il a récupéré juste sa mise. Dans le cadre du produit structuré, il va baisser au début, puis en fait, il va remonter à hauteur de 100 € plus 6 coupons de 5. Mais est-ce que donc pendant ça les années remontera à où 130. Mais est-ce que les années où il a baissé, vous distribuez quand même les coupons? Il y a des produits qui payent les coupons, il y a des produits qui les stockent. Donc il y a Ok. des produits de distribution, puis il y a des produits de capitalisation. C'est une sous-famille de ces produits-là. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu les revends pendant la période où ça baisse, Ça veut dire que si, voilà, sur un produit structuré, ce qu'il faut, c'est rentrer sur un horizon d'investissement. C'est de te dire, j'ai compris que ce que je vise, si ça va mal, c'est un produit 10 ans, avec une sécurité à moins 50. Si j'ai un petit peu de chance, j'ai un produit qui va avoir une maturité de 4-5 ans. C'est-à-dire, je vais peut-être avoir une baisse au départ et puis un retour à meilleure fortune sur 4, 5, 6 ans, ce qui est le cas généralement. Dans un crack, ça dure 2-3 ans. Et puis après, on revient un petit peu. Voilà. Donc on se dit, sur 5-6 ans, normalement, ce produit-là, il devrait arriver à rembourser le capital et les coupons. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si on a un faux départ, si les 2 premières années elles sont difficiles sur les marchés boursiers, il ne faut pas vendre ce produit. On peut le vendre tous les jours, sans ouais, frais. c'est liquide, mais tu C'est encaisses la liquide, perte. mais on encaisse une perte un peu comme on le ferait sur des actions. Ouais. La seule différence, c'est que sur un produit structuré, si on rentre que le produit baisse au départ parce que le marché action baisse, à compter du moment où le temps passe, votre ceinture de sécurité, Elle baisse aussi. bah, Enfin, elle est plus importante. elle devient plus importante et elle va permettre au produit de remonter automatiquement avec le temps qui passe. C'est-à-dire qu'en fait, si on a un marché qui fait moins 30, tu investis sur le CAC, tu es à moins 30, tu restes en moins-value. Sur un produit structuré, si tu as ta ceinture de sécurité à moins 50, avec le temps qui passe, la valeur de ton assurance sur le capital à moins 50, elle va faire remonter le produit. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de le garder au début si ça va mal. C'est la seule règle sur ces produits-là. C'est une fois qu'on a compris les règles du jeu, durée, rendement, protection, c'est d'être capable de se dire, voilà, si je rentre sur ce produit-là et que le marché baisse, il ne faut pas que je le vende au cours des 2-3 prochaines années. Ouais, ça reste un horizon de temps long terme, quoi. C'est quand même un produit, c'est pas un produit court terme. Sinon, si Bon, on au final, si on fait le pari que le marché monte dès la première année, il faut peut-être mieux acheter le CAC 40 en direct. Ouais. Là, l'idée, c'est de se dire, je rentre maintenant, si ça marche pas, Je suis protégé. mais j'ai quand même ma protection, et puis si sur 5-6 ans, je reviens à l'équilibre, j'aurai un rendement qui me convient bien. Voilà. Ok. Et ces fonds structurés, c'est uniquement sur les indices ou vous le faites aussi sur des... C'est possible de le faire sur une action en direct? Un produit structuré, c'est un produit d'assurance. On peut le faire sur n'importe quoi. N'importe quoi, ok. C'est-à-dire que je pourrais le faire sur une action pure et dure, une valeur bancaire, Société Générale, Crédit Agricole, Bouygues, potentiellement Nvidia. C'est juste que pour un épargnant qui fait un choix de ce type-là,
mieux protégé sur un indice. Bah ouais, t'es diversifié, quoi. Que ça reste diversifié. Ouais. Quelqu'un qui a une conversion. Là, il faut prendre plein de fonds structurés pour faire son portefeuille de fonds structurés. Non, mais il y a beaucoup de sociétés de gestion qui, dans leurs fonds, achètent des produits structurés avec des convictions sur des valeurs. Nous, aujourd'hui, chez Nexia, on n'a pas pour vocation à dire aux épargnants achète Bouygues en mars. Voilà, c'est pas notre travail. Dangereux, ça reste plus risqué. Ouais. Ok. Faut être plus averti et avoir beaucoup plus de conviction. Et en termes de frais, comment est-ce qu'il y a des frais de gestion liés à ces fonds structurés? Comment ça se passe? Alors, il y a pas mal de presse. On dit c'est des produits, il y a beaucoup de frais. C'est des produits globalement où quand tu linéarises la marge, qui de toute façon est décrite dans la brochure commerciale. Dans la brochure commerciale, on t'explique quels sont les frais de gestion du produit. En moyenne, ça se balade entre 0,5 et 1% par an. Voilà, c'est marqué noir sur blanc. C'est aussi marqué dans ce qu'on appelle le fameux KID, qui est le kit d'investisseur, où on te donne l'intégralité des marges qui sont prises. Donc voilà, il y a une transparence qui est totale. Et le niveau de coupon qui t'est donné, il est net de frais de gestion du produit. C'est-à-dire que si le produit te promet un rendement de 10% par an, c'est 10% net de frais de gestion du produit. Donc là-dessus, et tu n'enlèves que les frais de l'assurance vie. Ok. Je ne sais pas si j'ai été très très clair. Non, si, moi j'ai trouvé ça super clair. Merci Yves, en tout cas pour toutes ces infos sur le fonds structuré. C'est la première fois qu'on aborde le sujet sur le podcast, donc j'espère que ça va... Ouais, mais il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions. C'est des produits... En fait, c'est ce que tu fais toi régulièrement, il faut se donner un petit peu les moyens de comprendre. Et c'est dire un jour, je prends la brochure commerciale, je la lis, en général, elles sont assez claires. Et si à la fin de cette brochure commerciale, j'ai encore des questions, bah, je les pose. Voilà. Ouais. Mais c'est des produits qui sont contractuels. Donc, il n'y a pas de suspense, entre guillemets. C'est en ça que, pour moi, l'investisseur, même peu averti, peut se faire une bonne opinion du produit, tout seul. Ok. Merci Yves. Merci à toi. Je pense qu'on a fait un bon tour. Super. On a abordé vraiment toutes les classes d'actifs que je voulais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sujet vraiment de l'épisode, c'est-à-dire l'assurance vie, quelque chose qu'on a oublié, qui te paraît pertinent? Le troisième critère que j'avais... Ah oui, tu l'avais pas dit, t'en as dit que deux. Hein. Tu me permets de faire la conclusion, c'est qu'en fait, au-delà des frais, au-delà des supports, à partir du moment où on a un truc de bonne qualité, ce qui fait la différence, c'est le service. Voilà, c'est-à-dire qu'en clair, quand vous avez une question, quand vous avez un problème administratif, voilà, c'est la qualité du service qu'on vous offre derrière qui fait aussi la qualité du produit. Donc, si vous êtes assez autonome chez nous sur toute la partie logistique, digitale, évidemment que ça fonctionne. Voilà, on a des gens qui essayent de répondre à toutes vos questions. Et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme toi, parfois en intermédiaire, qui fait cette jonction de service pour aider les gens justement à bien construire leur allocation d'actifs, c'est aussi ce qui fait la qualité de l'assurance vie. C'est la qualité du service qu'on peut lui donner autour. Voilà, donc c'est plutôt à toi qu'il faut s'adresser. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a 2 critères pour choisir une bonne assurance vie, c'est profondeur d'offre et frais. Qualité du service, effectivement, j'en parle pas, mais c'est aussi important. Ouais, c'est ce que tu fais pour eux régulièrement. Merci en tout cas de merci nous à toi, avoir Yves. Invités. Merci à toi d'être venu, de nous avoir expliqué ça. Peut-être un petit mot quand même sur Linksea. On en a évidemment parlé, mais est-ce que tu peux conclure là-dessus et nous dire voilà, où c'est qu'on vous retrouve, quels produits vous proposez, quels sont vos produits phares Ouais. Écoute, même si je pense que mes auditeurs en savent un petit peu. Bien sûr, nous aujourd'hui, si tu veux, on parle de plateforme d'épargne. Ouais. Donc on a fait le choix de distribuer les grandes familles de produits globalement qui nous semblent un peu indispensables dans le kit de l'épargnant. Donc on a évidemment commencé par l'assurance vie, où là on distribue 4 contrats d'assurance vie qui ont certaines petites spécificités, c'est-à-dire qu'on a pas mal de clients qui en ont plusieurs, qui viennent piocher telle spécificité sur un contrat et telle sur un autre. Donc on en a 4, donc ça permet aussi de faire ses choix en fonction de ses besoins. On a développé cette gamme sur les plans épargne retraite, qui est un autre vaste sujet. Qui est le cousin un peu de l'assurance vie. Le cousin de l'assurance vie, exactement. Voilà, avec un aspect défiscalisation et puis blocage, mais voilà, qui a trouvé son public aujourd'hui. C'est à peu près 20% de la collecte chez Linksea, alors qu'on était à 2-3% avant qu'ils fassent cette réforme sur la depuis disponibilité. 2019. Exactement. Donc ça a vraiment bien grossi. Ouais. On a dans certains cas de figure des contrats de capitalisation. Pour les personnes morales. Personnes morales ou gestion de capitaux en succession. Et puis on l'a dit, pour des clients qui veulent acheter des SCPI en démembrement. Donc là c'est plutôt en direct. Exact. Et là c'est plutôt du direct. Donc voilà, là, un peu avec ça on sait qu'on peut accompagner la majorité des épargnants sur un socle stable. Voilà, et on le fait en multidistribution, c'est-à-dire qu'en clair, on a plusieurs assureurs à chaque fois et on challenge chacun de ces assureurs pour faire évoluer l'offre en continu. Voilà, et tout ça avec des frais les plus bas possibles.
Et une bonne profondeur d'offre. Exactement. Avec le bon combo. Merci beaucoup Yves. Merci à toi. Je mettrai le lien en description, bien sûr, pour ceux qui veulent aller voir Linksea et regarder les. Je pense que voilà, je mettrai un lien sur Linksea, un lien pour les assurances vie pour aller checker. Merci beaucoup Yves pour ta venue. Merci beaucoup. Et ta pédagogie, c'était vraiment super intéressant. Merci à toi. Puis je te dis à très bientôt.